Alors bonjour tout le monde, merci d'être venus si nombreux. Puisqu'on en est au remerciement, merci évidemment aux jeunes du Cercle pour leur invitation. Merci à Pierre-Yves Rougeron, qui au travers du Cercle Aristote a permis depuis des années à tous ces cercles de se démultiplier, y compris à Montpellier. Donc merci pour tout ce que vous faites les jeunes et continuez. Alors justement, le sujet de ce soir est un sujet qui vous concerne directement. L'intitulé, vous l'avez ici, c'est « École, grand endoctrinement, que faire ?» Pour cette conférence, je vais m'inspirer en grande partie de ce que je publie sur mon forum depuis plus de 5 ans. C'est un forum qu'avec les collègues, parce que je ne suis pas tout seul, on est une petite équipe, le forum École et Nation. C'est un forum thématique où on publie tous les 15 jours, plus ou moins, en fonction de l'actualité, une analyse sur les politiques éducatives, de la maternelle jusqu'à l'université. Et donc, dans un premier temps, ça a été beaucoup des réactions à ce que faisait M. Blanquer. Et puis maintenant, on est passé à la vitesse supérieure avec M. Pap Ndiaye. Et donc, on analyse les politiques scolaires. Et comme l'a dit Mathieu, on essaie de proposer des solutions ou des alternatives. Alors, ce forum ne va pas révolutionner le monde, mais il a le mérite d'exister depuis des années, de publier régulièrement et de travailler avec tous les partis de la droite nationale, sans exclusive et sans sectarisme. Donc voilà, vous voyez que sur notre fil Twitter, j'ai retweeté par exemple M. Victor Alzingre, qui est lui chez les Patriotes de Philippot. On travaille avec les jeunes de la Cocarde, c'est un syndicat étudiant vraiment admirable. On relaie des choses du Rassemblement national. Il faut savoir qu'au deuxième tour de la présidentielle, on a appelé à voter Marine Le Pen face à Macron et à l'époque Blanquer. Reconquête, puisque je vous parlerai beaucoup d'Éric Zemmour, les Patriotes de Philippot, Debout la France, puisqu'on est aussi très copains avec Dupont-Aignan. Donc notre but, c'est sur la question de l'école, de relayer des idées pour et par les militants de la droite nationale. Vous voyez le dernier article en date parle de la déconstruction complète du calendrier du bac. Si vous avez des questions là-dessus, moi je suis en plein dedans, parce que je suis professeur en lycée à Béziers, c'est de la folie, ils ont fait absolument n'importe quoi. Ici c'était une conférence avec les jeunes de la Cocarde à Nîmes, et puis ici, vous voyez, on est quand même politiquement incorrect, parce que j'avais été interviewé par Boulevard Voltaire, justement pour réagir à l'actualité du monde de l'éducation. Donc ce forum existe notamment, il a un compte Twitter, un compte Facebook et un support où on peut publier en toute liberté d'expression, puisqu'on n'est pas inféodé à un parti obligatoirement. Alors, cette conférence va se faire en 5 étapes. On va d'abord commencer par un diagnostic sur des choses en général que vous connaissez, mais je vais les étayer avec des chiffres assez précis. Ensuite, ma deuxième partie sera une partie pour indiquer que, selon moi, c'est mon analyse, les causes de la crise du système éducatif, ou plutôt de la décadence, c'est secondairement et accessoirement un problème de moyens. Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans l'éducation nationale, c'est avant tout la manière dont sont affectés ces dizaines de milliards, c'est un problème essentiellement idéologique. Troisième élément, je vous parlerai du grand endoctrinement. Comment l'éducation nationale fonctionne comme une véritable machine à laver les cerveaux avec une efficacité redoutable. Ensuite, je vous présenterai les réponses de la droite nationale, avec notamment les partis dont je vous ai parlé, qui, sur le thème de l'école, proposent peu ou prou la même chose. Je vous présenterai certaines personnalités que je vous inviterai d'ailleurs à suivre sur leurs réseaux sociaux. Et puis, je vais terminer sur quelque chose, vous voyez, avec un point d'interrogation. Vous voyez, je suis là-dessus plus interrogatif, sur peut-être, au-delà de ce que propose la droite nationale, la nécessité d'appliquer le chèque éducation ou chèque scolarité que je vous présenterai et qui suscitera sans doute le plus de débats, puisqu'il y aura les questions du public, comme l'a dit Mathieu, la dédicace de mon livre, et puis comme on est samedi soir, chacun pourra ensuite aller à l'apéritif où il le souhaite, après avoir bien réfléchi sur l'état de notre système éducatif. Alors, premier élément, première diapo, la décadence scolaire et universitaire en France. Notre système éducatif est engagé dans un effondrement généralisé. L'indicateur le plus médiatisé, ce sont les fameux classements internationaux. Dans ces classements internationaux, le plus connu, c'est le fameux classement PISA, qui est régulièrement médiatisé, qui envoie des questionnaires dans plusieurs dizaines de pays. Vous savez, c'est l'OCDE, ce grand organisme économique qui organise cette étude.
Et donc, ça permet des comparaisons internationales, puisqu'on demande à des élèves du même âge dans plusieurs dizaines de pays de remplir les mêmes exercices de mathématiques dans leur langue maternelle, de compréhension, etc. Et donc, la France perd des places tous les ans dans les classements PISA. Donc, on recule inexorablement d'année en année. Vous voyez ici, c'est le classement PISA de 2018, où vous pouvez constater l'hégémonie des pays asiatiques, puisqu'on voit que Chine, Singapour, Macao, Hong Kong, Taïwan, Japon, Corée du Sud, vous voyez, ils trustent toutes les premières places en mathématiques. Dans les sciences, c'est à peu près la même chose. Dans la lecture, c'est un tout petit peu plus contrasté, puisqu'on a des pays européens et le Canada qui arrivent à se placer. Donc aujourd'hui, les systèmes éducatifs les plus performants, qui peuvent avoir leurs inconvénients par ailleurs, mais en termes de résultats, sont incontestablement les pays industrialisés d'Asie de l'Est dans ces classements PISA. Et malheureusement, la France s'est retrouvée progressivement, alors qu'il y a encore une génération, on était plutôt très haut dans ces types de classements. On est aujourd'hui dans le ventre mou, 24e lecture, donc derrière des pays comme la Slovénie, par exemple, ça peut paraître étonnant, ou derrière le Vietnam, ou derrière la Pologne, par exemple. On se retrouve 25e sur les sciences et on se retrouve 26e sur les mathématiques, c'est-à-dire un score médiocre, en tout cas beaucoup plus bas qu'il ne l'était il y a quelques années. Ce déclassement, on le voit dans un autre classement qui est moins connu, le classement Pearls, qui lui évalue, alors c'est plutôt des élèves de collège qui vont être évalués au classement PISA. Ici, c'est des élèves qui correspondent en France au CM1. Et même chose, c'est une grande association qui organise cette évaluation. On a un classement, le dernier en 2016, qui permet de mesurer les élèves d'une même classe d'âge avec une évaluation identique. Et on voit que là aussi, la France est dans le ventre mou. C'est-à-dire qu'on est en dessous de la moyenne européenne. Le score ici est de 540 pour la moyenne des pays européens. La France est à 511. Et là aussi, on est derrière, par exemple, la Slovaquie, la République tchèque, qui l'eût cru, ou la Bulgarie, par exemple. Là où, effectivement, encore il y a quelques années, le système éducatif français était présenté comme un modèle de réussite. Ces classements sont réactualisés régulièrement et les ministres, les uns après les autres, déplorent la perte de la France, le drapeau bleu-blanc-rouge qui est de plus en plus bas dans les tableaux. Ça, c'est les évaluations internationales. Dans le domaine des mathématiques, il y a le classement TIMSS, TIMSS 4, TIMSS 8, TIMSS Advanced, c'est-à-dire à des niveaux scolaires différents. On évalue le niveau de mathématiques et là aussi, les résultats de la France sont très mauvais. Et puis, il y a le fameux classement, vous savez, des universités, le fameux classement de Shanghai, où là, les critères sont un peu plus controversés, mais en tout cas, la France n'est pas très bien positionnée dans ces classements non plus. Donc ça, c'est l'analyse au niveau des classements internationaux que chacun déplore. Et puis, sur le plan national, le ministère fait aussi ses propres évaluations, dans un cadre franco-français. Et on voit, par exemple, qu'en 1987, j'avais à peu près l'âge de passer ces tests-là quand ils ont été faits à l'époque, il y avait 5% des élèves de ma génération qui faisaient plus de 25 fautes dans une dictée que l'on redonne régulièrement aux générations d'année en année pour voir l'évolution du nombre de fautes. C'est la même dictée donnée à un public équivalent. Et puis nous sommes en 2015, c'est maintenant 20% des élèves qui font plus de 25 erreurs dans leur dictée. Vous voyez la proportion, la baisse du niveau en orthographe là est ici mesurée directement par le ministère de l'Éducation nationale. Donc ce n'est pas des méchants complotistes de mon forum qui ont sorti ces chiffres, c'est les chiffres du ministère. Même chose en mathématiques, vous voyez, toujours en 87, 83% des élèves de CM2 savaient maîtriser la soustraction et ce n'est plus que 55% dans la dernière évaluation qui date de 2015. Même chose sur la division où on passe de 74% d'élèves qui maîtrisent la division à seulement 37%. Donc vous voyez sur des éléments du ministère, on voit un décrochage énorme. Et ça, vous savez, vous en entendez parler depuis longtemps, c'est la fameuse baisse du niveau. Le niveau baisse, le niveau baisse. Alors certaines à une époque l'avaient contesté, maintenant plus grand monde n'ose relativiser cette baisse du niveau qui est évidente. Mais ce qu'on sait un tout petit peu moins, c'est qu'on va peut-être avoir aussi une baisse du niveau, y compris au niveau des professeurs. Ce n'est pas seulement la baisse du niveau des élèves, c'est la baisse du niveau des professeurs. Alors je ne dis pas ça pour être méchant, je dis ça parce qu'il y a une crise structurelle des vocations.
Déjà, quand j'étais, il y a une quinzaine d'années, à l'université Paul Valéry, déjà, on le voyait dans la formation des concours, il y avait de moins en moins de postulants. Ce qui fait qu'au concours, vous savez, le fameux CAPES, ou l'équivalent pour le primaire qui s'appelle le CRPE, on a de moins en moins de candidatures et donc le concours est de moins en moins sélectif. Avec un système depuis des années qui ne parvient plus à pourvoir des postes. C'est-à-dire que dans un pays où on a plus ou moins 5 millions de chômeurs, l'éducation nationale recrute sur un métier où on est titularisé, on a la sécurité de l'emploi, puis c'est l'éducation nationale, c'est pas rien. Et bien l'éducation nationale n'arrive pas, depuis des années, à remplir tous les postes. C'est assez incroyable, le phénomène s'accélère. Regardez ici, ce sont les chiffres d'un syndicat, dont je suis personnellement adhérent, Action et Démocratie. C'est un syndicat donc, qui est politiquement incorrect, hein, sinon je n'aurais pas pris ma carte, et qui publie ici les taux, si vous voulez, le nombre de candidatures par rapport à un concours. Donc on voit qu'en moyenne, on a 4 inscriptions pour un poste proposé. Ça, c'est le nombre des inscrits. Parce que le jour des épreuves, beaucoup ne viennent pas. Donc en réalité, la sélection est beaucoup plus faible. Et donc ce syndicat a publié ce tableau et a placé en rouge les matières qui sont aujourd'hui dans une difficulté structurelle de recrutement. Et en gros, l'éducation nationale n'arrive plus à embaucher suffisamment de profs dans ces matières-là, même si on baisse constamment les exigences au moment des jurys, des CAPES. Et le problème commence à se poser dans certaines matières, y compris à l'agrégation. Donc vous voyez que les mathématiques, c'est une matière sinistrée. Depuis au moins 20 ans, il y a une difficulté de recrutement. Les lettres modernes, le français également, c'est assez alarmant. La physique-chimie, l'allemand, où à la fois il y a de moins en moins d'élèves, mais le peu de postes, l'éducation nationale n'arrive plus à trouver des professeurs d'allemand. Le pire, ce sont les lettres classiques, le latin et le grec, qui sont en train de disparaître par un effet ciseau. De moins en moins de professeurs postulent, donc on n'arrive plus à pourvoir les postes, et de moins en moins d'élèves candidatent. Très probablement dans mon lycée de 2500 élèves, le latin risque de disparaître à très court terme. Donc très concrètement, je le vois au quotidien. Vous voyez, là aussi, c'est une espèce de grand remplacement. On va remplacer nos enseignements et nos humanités classiques par d'autres choses dont M. Papendiaï, vous savez, est spécialiste. La musique aussi, les profs de musique, c'est très difficile. Alors il y a des concours qui restent sélectifs. Être prof de philo, ça reste sélectif. Être prof de sciences économiques et sociales aussi, les arts plastiques. Bon, il y a des matières qui restent sélectives, mais au final, il y a une crise des vocations. Là, je vous présente les matières du CAPES, donc pour les professeurs de collège et de lycée, mais le problème de recrutement, de crise des vocations existe aussi pour les instituteurs. Le CRPE n'arrive pas à remplir ces concours, notamment dans les fameuses académies sensibles, pour ne pas dire les académies remplacées, donc on va sur le vocabulaire, donc des académies et les quartiers dits sensibles. Donc voilà, et M. Papendiaï a parlé de ça récemment, derrière tout ça, il y a aussi le scandale des absences non remplacées. Moi je le vois dans mon lycée, c'est ahurissant. L'institution scolaire, lorsqu'un professeur est absent, y compris quand c'est une absence prévue en avance, etc., pour des raisons médicales parfois lourdes, moi j'ai vu des cas incroyables, des absences prévues des mois à l'avance, l'institution scolaire est incapable, la plupart du temps, de remplacer. Donc en fait, on a des gamins qui viennent en cours et puis qui ont un gruyère parce que pendant des semaines, parfois pendant des mois, il n'y a pas le professeur de la matière concernée. Alors les premiers jours, ils trouvent ça sympa, et puis au bout d'un certain nombre de jours, ils en ont un peu ras-le-bol de perdre leur temps, puis là les parents d'élèves s'inquiètent et tout ça. Et donc justement, M. Papendiaï, on pourra en parler au moment des questions, le fameux pacte qu'il propose aux professeurs pour la rentrée prochaine, ambitionne de régler ce problème des absences non remplacées, et de ses collègues qui s'absentent pour des raisons parfois tout à fait prévisibles et sans avoir de remplaçants. Donc voilà, crise structurelle des vocations, les postes non pourvus, les absences non remplacées et le pacte, on en dira quelques mots si vous voulez au moment des questions. Donc ça c'est le constat avec quelques chiffres à la clé. Maintenant, il va falloir essayer de chercher les causes. Et comme je vous l'ai dit en introduction, selon moi, c'est un problème avant tout idéologique qui conduit à ce que René Chiche,
René Chiche, c'est le porte-parole du syndicat dont je viens de vous parler, Action et Démocratie. René Chiche parle de désinstruction nationale. Et il a publié un livre d'ailleurs qui a eu un certain succès là-dessus. Lui-même est professeur de philosophie, très très virulent en tant que syndicaliste sur les errements de l'éducation nationale. Alors, moi, mon sentiment, c'est pas un problème de moyens. Alors, on a une institution scolaire avec des moyens financiers non négligeables, même très importants en réalité. 12 millions d'élèves à scolariser. Vous imaginez l'énormité de la machine. 12 millions d'élèves, donc 6 millions et demi entre la maternelle et le primaire, 3,4 millions dans les collèges, et le public que moi je vois quotidiennement, plus de 2 millions entre eux. Alors il y a plein de sigles dans l'éducation nationale, ça veut dire lycée général et technologique, et ça veut dire lycée professionnel. Mais je vais mettre très peu de sigles, ça prenait moins de place sur ma diapo, c'est pour ça. Donc 2,2 millions de lycéens. 12 millions d'élèves, et pour scolariser ces 12 millions de petits Français, il y a une dépense intérieure d'éducation, DIE, de 160 milliards d'euros. Cet indicateur, dépense donc intérieure d'éducation, c'est une dépense qui va réunir, vous allez le voir sur la diapo suivante, toutes les dépenses, les ministères, les financements privés, les collectivités, etc. Donc, en gros, pour financer le système éducatif, on injecte en France 160 milliards d'euros. Selon la répartition que vous avez ici, c'est essentiellement l'État, via ses ministères, donc principalement l'éducation nationale, secondairement l'enseignement supérieur et la recherche, mais aussi le ministère de la Culture, le ministère de l'Agriculture, qui ont aussi des structures de formation. Les collectivités, pratiquement un quart, ça vous le savez, les locaux en primaire sont gérés par l'argent des mairies, au collège ce sont les départements, et en lycée ce sont les conseils régionaux qui financent tout l'aspect matériel et logistique. Donc c'est des sommes considérables, et puis également certains personnels techniques qui travaillent dans les lycées, dans les cantines, etc. Le monde de l'entreprise, les ménages, vous voyez tout ça, fait qu'on a 160 milliards d'euros de dépensés chaque année en DIE. Alors les ministères, ça c'est des chiffres un peu plus connus, 59 milliards d'euros sont dépensés par le ministère, ici c'est Éducation nationale, et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est 25 milliards, on fait la recherche, et en gros les universités avec cette somme. Alors, en termes de nombre de fonctionnaires, c'est énorme. C'est 860 000 professeurs. Donc là, M. Papendiaï, qui est venu avec son mentor Emmanuel Macron à Ganges, pas loin d'ici, c'était avant-hier, a annoncé des augmentations de salaire, donc ça augmente 860 000 personnes d'un seul coup. C'est pour ça qu'en termes de chiffres, ça chiffre tout de suite beaucoup. En plus des professeurs, il y a 330 000, ce qu'on appelle les personnels de l'éducation nationale ou personnels non enseignants. Donc ça va être les secrétaires dans les directions des collèges, des lycées, ça va être les proviseurs, ça va être toutes sortes de personnels dans les rectorats, également des aides d'État. En fait, c'est tous les adultes qui travaillent dans la structure d'éducation, mais qui ne sont pas strictement professeurs. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Donc M. Ndiaye est à la tête d'un ministère pléthorique de plus d'1 million de fonctionnaires. 1,2 million de fonctionnaires, pour que vous mesuriez l'énormité de ce ministère. Et donc, mon sentiment par rapport à ces chiffres que je vous ai donnés, c'est que le problème n'est que secondairement un problème budgétaire. Les syndicats insiste tout le temps sur cet aspect-là. Il faut augmenter les salaires, il faut plus d'embauches, il faut augmenter les moyens, il faut rajouter toujours plus d'argent. Donc, c'est une approche purement mathématique et matérialiste du problème. Ça a conduit aux politiques, par exemple, vous savez, des REP, les réseaux d'éducation prioritaire. Les REP+, c'est les réseaux d'éducation prioritaire encore plus prioritaires, où il y a encore plus de difficultés, où effectivement, c'est des établissements qui ont ce label et qui bénéficient d'argent en plus, pour un public scolaire, évidemment, très difficile, en très grande difficulté, et puis des phénomènes aussi de turnover très important des équipes pédagogiques. Donc la question que je me pose, est-ce que la réponse financière, rajouter toujours plus de milliards dans les budgets des ministères concernés, quand on voit l'exemple des REP+, ou les moyens, il y a d'ailleurs une mission parlementaire en cours pour évaluer l'efficacité des dispositifs REP, donc qui est en cours, on voit que le bilan est mitigé. Est-ce vraiment aujourd'hui un problème
d'argent, beaucoup de syndicalistes diraient que oui. Moi, je suis beaucoup plus sceptique. Parce que de l'argent, il y en a énormément, vous venez de le voir. Je pense, c'est mon analyse, que c'est avant tout un problème idéologique. Parce que justement, l'éducation nationale, aujourd'hui, et c'est une des phrases que vous pouvez retenir, mon sentiment, c'est que les ennemis de l'école sont arrivés à son sommet. Et voilà, comme ça, je cite qui sont les ennemis de l'école. C'est M. Papendiaï et M. Macron, qui, selon moi, sont dans une entreprise volontaire de déconstruction, puisque le mot a été employé tout à l'heure par Mathieu. Donc, pour moi, on est clairement dans la fin de l'école méritocratique à la française, telle que la gauche elle-même, d'ailleurs, l'avait construite sous la Troisième République. L'époque des hussards noirs, dont beaucoup sont nostalgiques, l'époque de Jules Ferry et de Camissé, toute cette époque-là d'une école qui était à la fois patriotique, qui était exigeante, qui était sélective, qui était sévère, d'une très très stricte, mais qui a eu une certaine efficacité. Puisque sous la Troisième République, donc les lois scolaires, c'est les années 1880, toutes les puissances du monde sont engagées dans des politiques de scolarisation, et puis la République française va faire sa politique de scolarisation obligatoire avec une efficacité du point de vue de Jules Ferry, de tous ceux qui l'ont construite, parce qu'effectivement, l'illettrisme va s'effacer en termes de niveau, les petits Français savaient lire, écrire, compter, il y avait une efficacité, et puis derrière, une machine de guerre idéologique. Ce Ferry n'a pas fait ça que pour que les petits paysans savent lire, c'est surtout que les petits paysans adhèrent à l'idéologie républicaine. Bon, c'était plus ou moins d'ailleurs assumé pour retirer l'influence de l'Église dans ce domaine-là. Cette école-là, effectivement, il faut en faire son deuil, selon moi, a complètement disparu. On le voit, des examens bradés, une institution ubuesque avec des fois des mesures complètement contre-productives. Et puis le fameux, ça a été abordé en introduction, le fameux pédagogisme. Le pédagogisme, c'est ce mouvement idéologique qui se développe dans les universités et dans les anciens IUFM, Finkielkraut disant que c'était l'Institut universitaire de formatage des maîtres, lui avait rajouté formatage à la place de formation. Ça a été transformé en ESP, et puis après ça a été transformé en INSPE, mais c'est toujours la même chose. Ce sont d'énormes machines de guerre idéologiques. Le pédagogisme, c'est en quelque sorte une remise en question de toutes les méthodes traditionnelles d'éducation et la multiplication des lobbies pédagogiques avec l'idée centrale que l'élève est le co-constructeur de ses savoirs, qu'il y a une espèce d'égalité entre le maître et l'élève, et même le terme de maître, on n'aime pas trop ça, et c'est une vision, on pourra en parler, parce que j'ai subi aussi quelques séances de ce pédagogisme. Pour dire en deux mots, le pédagogisme, c'est l'idée qu'on doit se centrer sur l'élève et non plus sur les savoirs. Et ce n'est plus le cours magistral et la transmission des connaissances, c'est pour les pédagogistes la co-construction des connaissances, où on met les élèves en groupe, où on les amène eux-mêmes à faire, en gros, à se former eux-mêmes, dans quelque chose qui, notamment sur les plus jeunes publics, est effectivement purement théorique et ne peut pas fonctionner, mais fait des dégâts dans la manière dont sont formés les professeurs et dont les méthodes de lecture, etc., tout ça paye les pots cassés. Il y a évidemment, en plus du pédagogisme, on est toujours dans l'idéologie, l'égalitarisme. On fête là les 10 ans du mariage pour tous, je pense que beaucoup vous aviez manifesté à l'époque. C'était le mariage pour tous avec Taubira, mais maintenant on a aussi les diplômes et le bac pour tous, et l'université pour tous. Donc le pour-toussisme, comme le dit Pierre-Yves Rougeron, ça revient à dévaluer les choses, puisque quand on distribue comme ça à tour de bras, sans aucune sélection, et cette logique égalitariste, elle fait beaucoup de dégâts. Elle va conduire, par exemple, l'institution scolaire à prohiber les classes de niveau. Et d'ailleurs, M. Mathiot, qui a inspiré la réforme Blanquer, c'était l'un de ses grands objectifs. Ce Mathiot aurait même voulu au départ, parce que j'avais lu son rapport, il aurait voulu que même la section technologique et la section générale, que tout ça fusionne dans une section unique pour éviter la hiérarchisation des filières. Le but, c'est par exemple de faire des classes où on va mettre des cancres et des élèves complètement perdus, avec des élèves brillants, et puis au milieu, le ventre mou, et tout ça dans des classes. Bon courage pour les professeurs. Alors, les pédagogistes ont développé justement la pédagogie différenciée, ils ont des réponses à ça, mais qui concrètement sont totalement inefficaces. L'égalitarisme, c'est ça, on refuse les classes de niveau, et en fait, au nom du mythe de relever le niveau général
en mettant les meilleurs avec les élèves en difficulté, en réalité, c'est une espèce de nivellement par le bas et c'est totalement contre-productif. Mais c'est vraiment, les chefs d'établissement ont vraiment des consignes pour ne pas faire des classes de niveau, ce qui est juste du bon sens. Et puis, il y a évidemment cette offensive woke, dont vous entendez beaucoup parler, principalement à l'université, mais de plus en plus de manière insidieuse dans les écoles, y compris les écoles primaires. C'est une idéologie délirante. Alors, il y a quelques années, avec les copains de mon forum, j'avais édité une brochure que je vous donnerai volontiers. Comme j'aime pas trop les anglicismes, j'avais appelé ça le gauchisme intersectionnel, au lieu de wokisme, mais c'est exactement la même chose. Donc, vous pourrez vous documenter là-dessus et voir que l'extrême gauche, elle aussi, a connu sa décadence. Puisqu'autant vous dire que la gauche n'est plus du tout dans le logiciel idéologique de Jules Ferry, ou de Jaurès, ou même de Marx, si on veut aller plus loin à gauche. Maintenant, on est dans des délires idéologiques importés des grandes universités gauchistes des États-Unis, et on a, en la personne de Pape Ndiaye, la parfaite incarnation de cette idéologie. Une idéologie qui va faire des droits LGBTQI+, c'est le genre de Scrabble, il rajoute des lettres, une priorité, la lutte contre le racisme, les discours féministes, là aussi complètement caricaturaux. Voilà, le wokisme va faire entrer toutes ces idéologies dans l'école. Après, savoir lire et compter, pour ces gens-là, ce n'est pas très important. C'est de faire un véritable rouleau compresseur idéologique. Et comme Jean-Paul Brigelli, que vous connaissez sans doute, Jean-Paul Brigelli, il a quelques années de plus que moi, lui aussi est professeur, passé lui aussi par des lycées publics. Brigelli, lui, une de ses thèses, mais j'en suis convaincu, et il a fini finalement par me convaincre, c'est qu'en fait l'éducation nationale s'effondre non pas par l'incompétence des différents ministres et des différents conseillers des ministres et des différents présidents, c'est un projet volontaire. Et moi, j'en suis arrivé à un stade, je dis, oui, ça ne peut pas être de la compétence, c'est une vraie volonté de déconstruction du service public d'éducation. C'est pour ça que je vous dis, les ennemis de l'école sont arrivés à son sommet. Ce n'est pas de la compétence. Un exemple très concret, quand Pape Ndiaye s'entête à maintenir une épreuve de bac le 20 et le 21 mars, bien évidemment qu'il sait pertinemment que les élèves, une fois passé ce bac, ne vont plus venir, que les professeurs vont faire des cours avec des questions où les inspecteurs nous disent ces questions-là, de toute façon, même à l'oral de rattrapage, elles n'y seront pas. Donc on a un trimestre entier de cours, j'ai 6 heures par semaine, les miens, ça va, ils sont gentils, mais ils ne sont plus très nombreux. Évidemment qu'il sait que ça va complètement déstructurer, et moi je pense que c'est fait volontairement pour décrédibiliser l'examen terminal, et au bout d'un moment dire, regardez, ces examens terminaux, ça ne marche pas, et de passer au contrôle continu intégral, ce qu'ils ont plus ou moins fait avec les lycées professionnels, ce qu'ils ont déjà fait avec la réforme Blanquer, et les E3C, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ces examens qui intervenaient n'importe où dans l'année, même chose. Ils savaient très bien que ce serait une aberration, mais ça a été fait pour démontrer par l'absurde que les examens, c'est pas bien, et pour passer au contrôle continu, une part de contrôle continu plus importante. Et moi, je pense qu'au final, cette œuvre de déconstruction a pour but de formater des générations de jeunes pour être des consommateurs, pour être bien dociles, parce qu'avoir trop de culture générale, avoir conscience de son identité, de ses origines historiques, vous imaginez tout ça, c'est horrible pour ces gens-là. Voilà, on va déconstruire les petits Français, en faire des bons petits consommateurs interchangeables, et puis au final, tout le monde y sera gagnant, parce que ce seront des moutons qu'on pourra plus facilement manipuler, politiquement, et puis ce seront des opportunités pour le privé, de toute façon, de remplacer ce système-là qui est en train de mourir de sa belle mort, et certains se disent qu'il y a des opportunités de créer des vrais établissements privés, on en reparlera en fin de présentation. Donc voilà, les ennemis de l'école sont arrivés à son sommet, voilà la triste conclusion que je tire de mes maintenant nombreuses années dans ce système, et justement, le terme du grand endoctrinement, utilisé par Éric Zemmour en septembre dernier, me paraît correspondre parfaitement à ce que fait cette institution. Donc Brigelli, Jean-Paul Brigelli, dit « Cette institution semble en échec quand on regarde les classements internationaux, le niveau des gamins et tout ça, mais en fait, elle n'est pas du tout en échec en tant que machine d'endoctrinement et de machine de propagande de tous les instants.
C'est ça qu'Éric Zemmour a appelé à juste titre le grand endoctrinement. Alors, face à ce grand endoctrinement, certains parents ont lancé cette initiative, que vous connaissez pour certains, que je vous invite à suivre, c'est les parents vigilants. C'est une excellente idée, hein, c'est Agnès Marion, une femme de très grande qualité, et qui est accessoirement mère aussi de 6 enfants, qui donc anime ce réseau. C'est des milliers de parents qui font remonter toutes les aberrations de propagande que l'on voit dans les carnets de correspondance, dans les cahiers des élèves, les expositions politisées, etc. Et c'est bien parce que ça médiatise le problème et souvent ça conduit des établissements à faire chemin arrière. C'est-à-dire que quand ça sort dans la presse, grâce à ce réseau-là, les chefs d'établissement et tout ça, parfois en fait ne se rendent même pas compte qu'effectivement l'exposition, on a fait rentrer une association, bah oui c'est de la propagande, je ne sais pas moi, pro-migrants, etc. Et donc ça permet voilà, d'être présent et d'investir le champ médiatique pour dire à tous les woke et les déconstructeurs qu'il y a des parents vigilants qui vont tirer la sonnette d'alarme. Et donc, comme ça, ça permet d'occuper le terrain. C'est une excellente initiative. Alors, les parents vigilants doivent faire face à une réalité. C'est que l'éducation nationale et les universités sont quasi intégralement sous le contrôle de la gauche dite progressiste. Vous l'appelez gauche woke si vous voulez. Hein. Voilà. Alors, c'est un système de propagande, ce grand endoctrinement, donc de la maternelle à l'université. Alors, ce qui est redoutable, c'est que ça forme un véritable complexe de formatage idéologique. Alors bien sûr, il y a le ministère. Et donc maintenant, avec M. Papendiaï, notre ministre woke, on a au sommet de la pyramide tout ce qu'il faut pour faire de la propagande. Tout ça étant décliné via les rectorats dans chaque académie où règne là aussi un conformisme idéologique total. Le corps professoral, alors bien sûr que les professeurs ne sont pas tous formatés, sinon je ne serais pas là et je serais avec les castors à manifester là et j'aurais ma carte au SNES ou à la CGT Éducation ou à Sud aussi, ça marche bien dans mon lycée Sud. Voilà, bon, tous les professeurs évidemment ne sont pas là-dedans, mais je vois bien la salle des professeurs avec des collègues qui en plus la plupart sont sympas, sont consciencieux, mais ils sont complètement embrigadés dans ces systèmes-là et dans un conformisme idéologique où en fait, pour être prof et être bien vu, bah, il faut être de la gauche progressiste, être dans tous les combats. Voilà, et je leur dis, certains collègues qui sont complètement nupécisés, hein, c'est le nouveau terme que j'emploie et que ça me désole. Donc le corps professoral, lui, effectivement, il y a quand même un manque de personnalité de certains collègues et un conformisme. Tout ça étant bien orchestré par les syndicats. Je vous en ai cité quelques-uns. Il y a des quantités d'organisations syndicales massivement subventionnées qui font une propagande permanente. Alors, je les reçois tous les jours, hein, les mails de la propagande syndicale, hein, où effectivement, là aussi, c'est complètement nupécisé. Ça, c'est les syndicats de professeurs. Et puis, je vois que certains connaissent bien ce problème-là dans la salle, il y a le problème de la FCPE. Vous savez, la FCPE, c'est cette fédération de parents d'élèves qui apparaît pour beaucoup, y compris pour ses militants. La FCPE apparaît comme une institution de l'éducation nationale. Voilà. Moi, je connais des parents qui ont voté Marine, qui ont voté Z, mais qui sont à la FCPE et qui imaginent que c'est quelque chose qui est une émanation de l'éducation nationale et qui ne mesure pas la machine de guerre idéologique qu'il y a derrière. Ils sont très forts là-dessus, la FCPE, pour se donner l'aspect de quelque chose de complètement neutre et institutionnel. Or, je donne un exemple des différentes vignettes de la FCPE. La FCPE milite activement pour que les femmes voilées puissent accompagner les sorties scolaires et pourquoi pas plus si affinité, parce que voilà, ces pauvres femmes musulmanes, il faut évidemment leur laisser le droit et la liberté de s'habiller comme elles le souhaitent et il ne faut surtout pas discriminer. Et donc voilà, c'est un syndicat qui est accusé d'islamo-gauchisme. Et d'ailleurs, au conseil municipal où je siège à Frontignan, où le maire socialiste vote chaque année des subventions à la FCPE, puisqu'ils n'ont pas assez de subventions d'État, les collectivités leur versent des subventions aussi. Bon, j'ai affirmé, puisque évidemment on a critiqué avec les copains de l'opposition de droite cette subvention, j'ai dit que la FCPE, il y avait des gens très bien à la FCPE, mais que la direction de la FCPE était islamo-gauchiste. Bon, je pense qu'on peut difficilement contester. Ce maire socialiste, peut-être qu'il y a un de ces sbires qui m'écoute, ce maire socialiste m'a accusé d'être complotiste parce que j'avais traité la FCPE d'islamo-gauchiste. Bon, voilà, je ne sais pas si cette vignette est complotiste ou pas. Voilà, ça c'est la FCPE, c'est redoutable.
Vous avez également le phénomène des associations agréées. L'Éducation nationale donne des agréments pour des associations politisées pour rentrer dans les établissements de vos gamins, pour y faire de la propagande, qu'on appelle souvent de la sensibilisation. Et regardez les escrocs d'SOS Méditerranée, présents dans de très nombreux établissements, et qui rentrent. Et là où c'est pervers, c'est que du coup, les gamins imaginent que pareil, c'est quelque chose qui vient de l'Éducation nationale, que ce serait plus ou moins neutre. On a une association d'extrême gauche accréditée. Blanquer n'a rien fait contre eux, quand Blanquer y était. Bon, Pap Ndiaye, lui, évidemment, va être tout joyeux de voir ces expositions. Et donc, ce discours, par exemple, pro-migrant, porté par SOS Méditerranée, bon, ben voilà, dans mon CDI, c'est pas SOS Méditerranée, mais au moment où je vous parle, il y a une exposition d'une autre association. L'exposition s'appelle « Tous migrants ». Je n'ai pas eu la force de lire l'exposition jusqu'à la fin, tant tout était mensonger et manipulatoire. Bon, les collègues qui travaillent au CDI, c'est des dames très gentilles. Je ne sais même pas si elles mesurent ce qu'il y a derrière comme enjeu et tout. Bon, comme je les aime bien, je n'aurais pas dit ce que je pense de cette exposition. Elles doivent s'en douter. Le point positif, c'est que les gamins, en fait, ils ne regardent même pas ce type d'exposition. Donc, c'est ça qui permet de rassurer. Donc, vous voyez, la propagande, elle se fait au travers d'associations agréées, les collectivités, bien évidemment. Vous imaginez bien que notre présidente de région socialiste, Madame Delga, ou que mon maire socialiste à Frontignan, ben, eux vont orienter forcément tout ce qu'ils peuvent. Même s'ils n'ont pas la main sur la pédagogie, ils vont subventionner, aider, encourager, dans un sens, lui aussi, très idéologique. Alors, les directions diocésaines, parlons-en, beaucoup de Français scolarisent leurs enfants dans le privé catholique sous contrat, sans savoir que finalement, c'est même encore pire. Vous savez, c'est des catholiques un peu honteux, c'est des cathos de gauche, donc ils ont honte de ce qu'ils sont, donc ils vont aller encore plus loin. Et voilà, dans ma commune, il y a eu une exposition, une propagande, et tous les petits gamins sont repartis avec un tract d'SOS Méditerranée dans leur cartable, pas dans l'école publique où j'ai mes gosses, dans l'école privée où des copains pensent éviter au grand endoctrinement et pensent que c'est catholique, et vous imaginez bien que les copains, quand ils voient leurs enfants revenir avec des tracts d'SOS Méditerranée dans leur cartable, bon, ils ont bien les glandes et ils se rendent compte que l'enseignement dit catholique, lui aussi participe pleinement de cet endoctrinement. Et Pap Ndiaye, avec ses histoires de quotas sociaux, va accélérer évidemment tout ça. Les INSPE, je vous en ai parlé, c'est les héritiers des IUFM, où là, il y a une propagande même délirante. Et tout le microcosme universitaire, j'ai parlé un peu moins d'université, il y a un système, là aussi, où quasi toutes les universités, aujourd'hui, sont dominées par la gauche et souvent la gauche woke. Quelques petits bastions dans certaines facs de droit restent plus ou moins de droite ou Macron compatibles. C'est là où les jeunes de la cocarde font un travail de résistance admirable, puisqu'ils portent les idées nationales dans le microcosme universitaire. On pourra revenir là-dessus, parce que j'ai été chargé de cours dans plusieurs universités, je le suis toujours d'ailleurs aujourd'hui. Alors, ce système de grand endoctrinement fonctionne énormément par la cooptation, notamment universitaire. C'est les profs en place qui choisissent à la tête du client, les gens qui vont les remplacer. C'est un système aussi de conformisme, parce que oui, faire ce que je fais, d'être le vilain petit canard en salle des profs, d'être le complotiste au conseil municipal et d'être celui qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, c'est normal que des collègues ne veulent pas tous faire ça, parce que c'est usant parfois, c'est fatigant, donc beaucoup de collègues, pour avoir la paix, ils vont dans le conformisme, voilà, on fait barrage quand les castors appellent à faire barrage, sans trop y croire au final. Voilà. Et le terrorisme intellectuel, ça c'est les militants woke purs et durs, où celui qui n'est pas dans la droite ligne va se faire harceler dans ses amphis. Le terrorisme intellectuel, on va l'avoir beaucoup à l'université. Puisque les woke, eux, emploient les méthodes les plus dégueulasses, les plus déloyales qui soient. Donc, du point de vue de Jean-Paul Brielli, je souscris 100% de ce qu'il dit. Il dit l'éducation nationale, certains pensent qu'elle dysfonctionne. En fait, elle ne dysfonctionne pas puisqu'elle fait ce que M. Ndiaye et Macron veulent qu'elle fasse, c'est-à-dire le grand endoctrinement. Donc c'est assez redoutable. SOS Méditerranée, je vous ai montré. L'AFCPE, bon, je suis complotiste. Ça, c'est un exemple de la petite brochure que je vous donnerai tout à l'heure. Les parents vigilants d'Agnès Marion, excellente initiative. Et donc après ce constat, une première solution
pour tous les parents, pour tous les jeunes qui veulent contre-attaquer face à cette décadence scolaire. La droite nationale a des contre-programmes qui sont très semblables en fonction des partis. Vous regardez le programme éducation de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, de Florian Philippot, de Nicolas Dupont-Aignan, je ne cite que les 4 principaux, c'est peu ou prou la même chose. Alors en plus, je peux vous le dire plus facilement, parce que j'ai des copains dans tous ces dispositifs. En gros, le programme d'éducation de Marine Le Pen a été fait en 2017 par Alain Avello et ses équipes. Alain Avello, lui, bon, il était proche de Philippot, donc quand Philippot s'est fâché avec Marine, il est parti, mais Marine a gardé le même programme. Et donc Alain Avello, il est venu avec ses idées. Donc le programme des Patriotes, c'est finalement sur l'école, c'est la même chose, hein, voilà. Et puis quand Zemmour a lancé les profs avec Zemmour, je faisais partie des professeurs qui ont signé la tribune dans le Figaro de soutien à Z. Et en fait, c'est Pierre Nisevitch, qui est un proche d'Alain Avello et un ancien du RN lui aussi, qui était le coordinateur du programme éducation de Z. Donc en fait, c'est les mêmes personnes qui, au gré des partis qu'ils ont pu fréquenter, ont essaimé les mêmes analyses, les mêmes programmes auxquels j'ai, à toute petite échelle, participé avec mon modeste forum. Nicolas Dupont-Aignan, lui aussi, est tout à fait dans les mêmes idées. Alors, quelle est la réponse des partis de la droite nationale aujourd'hui? C'est une réponse où on va traiter en interne de l'éducation nationale le problème. C'est-à-dire qu'on va considérer que le malade, on peut encore être sauvé, et donc on va lui appliquer des remèdes. Ces remèdes-là, ça va être par exemple l'ordre. Bien évidemment, tous les partis de la droite nationale veulent rétablir l'ordre dans les lycées, la discipline, en excluant les éléments perturbateurs. Certains imaginent de créer des structures spécifiques semi-carcérales pour les graines de délinquants qu'on a dans certains collèges, etc. Donc un discours raide sur la discipline scolaire. Bon. Également, c'est l'application stricte de la laïcité. Vous le savez, depuis la rentrée, nos établissements sont visés par un véritable djihad vestimentaire, avec des jeunes filles qui viennent en tenue islamique de type abaya. Monsieur Pape Ndiaye, qui a été saisi de ce problème, il y a eu un débat là-dessus à l'Assemblée nationale, etc., a dit « c'est pas à moi de dire comment ces jeunes filles doivent s'habiller, donc les proviseurs, les principaux, vous vous démerdez ». Alors, il n'avait pas dit démerdez, il a dit « vous voyez au cas par cas ce que vous faites et vous êtes responsable de ça ». Donc on s'en lave les mains, exactement comme Jospin, au moment des problèmes de Tchador. La même chose, la lâcheté, la dimitude intégrale. Donc, c'est vrai, quand je dis que les ennemis de l'école sont insociés, ça c'est un exemple type. Et donc, les collèges et les lycées de France, aujourd'hui, doivent gérer ce problème des abayas avec un ministre et une institution scolaire totalement démissionnaire. Et c'est vraiment dégueulasse, parce que c'est même ces gamines-là qui sont victimes de ça. Parce qu'elles sont évidemment instrumentalisées, elles subissent des pressions. Donc même pour ces gamines, c'est absolument dégueulasse la réaction de Pape Ndiaye sur ce truc-là. Alors, au RN, ou à Reconquête, ou à Debout la France, ou chez les Patriotes, évidemment, on est pour une stricte application de la laïcité, et donc toutes ces tenues farfelues seraient évidemment interdites, sachant que tous ces partis-là prônent l'uniforme à l'école. Là, c'est un point commun aussi de tous les partis de la droite nationale. Évidemment, une école qui doit renouer avec le patriotisme, avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, des programmes d'histoire beaucoup plus centrés sur l'histoire de France. La fin du collège unique. Vous voyez, dans l'idéologie égalitaire, on met tout le monde dans un même collège et on sait que c'est un des éléments les plus problématiques, le collège étant depuis longtemps considéré comme le maillon faible du système. La revalorisation des diplômes, c'est-à-dire que tous les partis de la droite nationale disent « ces diplômes existent ». C'est très lourd à organiser, ça coûte cher en correcteur, autant que ça serve à quelque chose. Plutôt que ce soit des diplômes pochette surprise Kinder, quoi, voilà, où on le donne aux tout venants. Bon, moi, je vois chaque année des jeunes gens très gentils, mais qui savent à peine écrire et qui se retrouvent titulaires du baccalauréat. Et que parfois, ils vont en fac. Bon, après, en fac, ça se complique un peu, parce qu'au moment de faire la prise de notes en amphi, évidemment, c'est la panique totale. Bon, donc voilà, remettre de la sélection. Limiter toutes les heures inutiles, voire nocives, donc ce que René Chiche appelle les heures de rien, de sensibilisation aux médias, de sensibilité aux discriminations LGBTQI+, d'antiracisme, etc. Bref, arrêter toutes les associations également politisées pour que les gamins fassent des maths, du français et puis de l'histoire-géographie, par exemple, ce qui serait pas mal. Voilà. Et évidemment, l'opposition à l'idéologie woke. Donc en fait, les partis de la droite nationale aujourd'hui sont en quelque sorte presque à vouloir renouer à l'idéal de l'école de la Troisième République,
basé sur la méritocratie, sur le patriotisme, sur l'autorité des maîtres, avec une diffusion très verticale des savoirs. Il y a une espèce, on cultive comme ça une espèce de nostalgie en se disant on va en interne au sommet de l'État, avec les ministères, engager toutes ces réformes qui, sur le papier, paraissent effectivement, pour la plupart, l'évidence. Et le pire, c'est que presque toutes ces réformes sont largement approuvées dans l'opinion. L'exemple des uniformes ou de remettre des diplômes qui ont de la valeur, voilà. La question qu'on pourra se poser tout à l'heure, c'est est-ce qu'il est encore possible de réformer l'éducation nationale au vu de ce que je vous ai expliqué sur le grand endoctrinement et sur le noyautage généralisé à tous les niveaux. Bon, alors, la droite nationale, on va quand même rendre à César ce qui revient à César. Je vous invite à suivre le compte de M. Roger Chudeau, qui est député Rassemblement national. C'est un ancien de la maison, il a été professeur d'allemand, il a été inspecteur, il a fait toute une carrière, il a été jusqu'à une date récente filoniste. Il est passé aussi par l'ICEP, vous savez, l'école de sciences politiques de Marion Maréchal, dans laquelle j'interviens et j'ai cette chance-là. Donc Roger Chudeau fait du très bon boulot à l'Assemblée nationale et lui est vraiment porteur d'un discours, il se qualifie lui-même de l'anti-pape, l'anti-Pape Ndiaye. Donc excellent Roger Chudeau. Vous avez également, il faut saluer une initiative du Rassemblement national, vous avez ici Philippe Olivier, qui est le conseiller de Marine Le Pen, M. Chudeau et Patricia ici qui est eurodéputée, qui a créé une association parlementaire contre le wokisme, intégrant non seulement évidemment des parlementaires RN, mais également les quelques parlementaires Reconquête et Debout la France, Dupont-Aignan participant à cette initiative pour organiser et surtout donner une visibilité à la contre-offensive face au délire du wokisme. Au RN, il y a des gens très bien, c'est Aymeric Durox, mon ami, qui sans doute regardera cette conférence. Suivez-le, il est professeur de lycée comme moi, et il est conseiller régional à Paris, et il fait du très bon boulot face à Pécresse et à ses lâchetés sur le domaine de l'éducation. Évidemment, les profs avec Zemmour, où il y a beaucoup de monde et beaucoup de gens talentueux. Suivez ce compte-là. Éric Zemmour avait fait de l'école sa deuxième priorité dans ses programmes. Ceux qui avaient lu, vous savez, les brochures, il y avait évidemment le grand remplacement qui était le thème numéro 1 de campagne, et ensuite le thème de la reconstruction de l'école. Et dans le livre qu'il a publié récemment, c'est effectivement l'un de ses principaux regrets de ne pas avoir concrétisé médiatiquement sa volonté de parler d'école, parce qu'en fait les médias l'orientaient toujours sur les polémiques du moment et sur le grand remplacement, sans parler de l'école. Donc voilà, et c'est Pierre Micévitch qui avait coordonné son programme. Et puis Alain Avello, puisqu'on a des jeunes aussi, des patriotes, qui lui donc est professeur de philosophie et engagé, et lui aussi sur ses réseaux sociaux publie des tas d'analyses sur l'école. Toutes les personnes que je viens de vous présenter, que je vous invite à suivre, et ça changera de Pape Ndiaye, peu ou prou reprennent ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire une vision, reconstruire l'école de l'intérieur. Mais, comme au cercle Aristote, on aime bien lancer des idées et lancer des réflexions fondamentales, je voulais, avec la 5e partie, vous faire part d'une réflexion. Vous voyez, le point d'interrogation a son importance, sur la peut-être nécessité du chèque éducation. Alors moi, je le fais d'autant plus facilement, parler du chèque éducation, c'est que je suis à titre personnel passé par l'école publique, par l'université publique, chargé de cours à l'université Paul Valéry, je suis professeur dans un lycée public, le lycée Jean Moulin de Béziers, et mes enfants sont scolarisés dans le public, contrairement aux enfants des élus NUPES en face de moi, qui ont tous scolarisé dans le privé catho leurs enfants, mais qui, pour les autres, prônent la diversité et le service public. Vous voyez, c'est toute l'hypocrisie de cette gauche absolument insupportable, et qui me traite de complotiste, ça leur permet de se détendre. Alors, je le dis d'autant plus. Alors, la question, moi, mon analyse, est-il possible de déverrouiller, de réformer l'éducation nationale et l'université au vu du noyautage et de la déchéance totale? En gros, est-il possible encore de sauver le malade, ou comme le disait Claude Allègre, ça commence à dater, c'est resté célèbre, est-ce qu'on peut dégraisser le mammouth, c'est-à-dire l'éducation nationale et ses 1 200 000 fonctionnaires, est-ce qu'on peut encore réformer une machine aussi verrouillée à tous les niveaux? Et donc la question peut se poser, et c'est ça que je vais faire dans cette dernière partie. Alors le chèque éducation, quel est son principe?
je vous ai dit, c'est une alternative radicale face à l'inertie du système. Vous savez, les ministres de l'Éducation passent. Blanquer a été d'une exceptionnelle endurance, parce qu'en général, il dure beaucoup moins longtemps. Et puis, les ministres repartent tous avec le sentiment, c'est l'idée du mammouth d'Allègre, que c'est une machine, une bureaucratie gigantesque, impossible à réformer et complètement verrouillée. Alors, est-ce que le chèque éducation n'est pas un moyen pour justement une espèce de bombe atomique pour casser ces blocages et permettre de reconstruire quelque chose? Parce que c'est la question d'une part de l'avenir de nos enfants, de nos jeunes et de l'avenir de la France. En tant que nation, ou en tant, osons le terme, au cercle Aristote, on peut parler de puissance, parce que maintenant ça devient un mot complètement tabou. Alors, ce chèque éducation s'appelle le chèque scolarité, et sachez que le FN de Jean-Marie Le Pen le proposait dans son programme présidentiel, ce chèque éducation. Alors, quel est le principe? Le principe, c'est que chaque parent dispose d'une somme théorique correspondant à l'âge de son enfant, qu'il est libre de dépenser dans l'établissement de son choix. C'est-à-dire qu'il peut aller dans l'école du quartier public ou dans le lycée public de son secteur, mais si l'offre éducation nationale ne lui plaît pas, parce qu'il y a des profs non remplacés, parce qu'il y a l'idéologie woke, parce qu'il y a SOS Méditerranée, parce que les collègues qui sont adhérents à Sud parfois racontent n'importe quoi, et ben, du coup, il va peut-être mettre ses enfants dans une école privée payante. Aujourd'hui, ces écoles privées existent. C'est ce que Marion Maréchal a fait avec son école de sciences politiques, qui est une initiative vraiment super. Sauf que les gamins qui y vont payent des frais d'inscription. Plus de 5 000 € l'année, c'est ce que coûte un établissement supérieur d'enseignement. Alors que leurs parents payent des impôts pour financer l'université et l'école publique. Donc ils payent 2 fois. Et donc le chèque éducation, c'est donner une véritable liberté scolaire. Alors c'est une proposition libérale, Milton Friedman, donc, grand économiste, l'avait théorisé. C'est une liberté scolaire réelle. On met fin à la carte scolaire, c'est-à-dire qu'on va inscrire son enfant là où on a envie, dans le public. Et à ce moment-là, on peut dire à tous les défenseurs du service public, donc en plus moi j'y suis, donc j'ai aucun mal à me positionner là-dessus, si le service public est performant, si le service public est effectivement que la panacée, les Français vont continuer à envoyer leurs enfants dans des écoles publiques. Donc c'est aussi un moyen de remettre une exigence de résultat à l'éducation nationale. Parce que sinon, tous les gamins vont partir. Enfin, tous les parents vont retirer leurs gamins. Et ce serait peut-être mettre un coup de pied aux fesses de l'éducation nationale, qui a un quasi-monopole de fait, qui a les 59 milliards du budget du ministère. Là, c'est que 59 milliards, ils ne sont plus garantis. C'est-à-dire que si les parents d'élèves trouvent que c'est pas bien, ce que coûte un élève, c'est ce que vous avez là. Là aussi, ce n'est pas des chiffres complotistes, c'est les chiffres du ministère. Un écolier coûte 6 820 €, si on compte tout le matériel, les locaux, le prix de l'institutrice, etc. Bref, les charges sociales, tout ce qui coûte. Voilà, si on rapporte, ça coûte ça. Et puis plus on va dans la scolarité, plus ça coûte cher par gamin. Les collégiens, donc 8 780 €, parce qu'il y a plus d'heures de cours, parce que il y a des coûts différents. Les coûts, par exemple, dans les enseignements de scientifiques, il faut des laboratoires, du matériel, etc., des infrastructures scolaires. Et au niveau du lycée, chacun de mes lycéens coûte 11 000 €. Et pour les lycéens professionnels, où il y a moins d'élèves par classe et plus de coûts en termes de matériel, ça coûte même encore un peu plus cher. Donc ça, c'est ce que coûte un enfant, mais cet argent est captif. C'est l'éducation nationale qui le reçoit. Et donc les familles, effectivement, vont être très réticentes à envoyer dans le privé payant, parce que c'est un coût de scolarité qui est assez considérable. Le chèque éducation serait un moyen donc, de mettre l'institution scolaire devant une obligation de résultat en disant soit le service public est performant et vous allez garder les jeunes, soit vous continuez à faire du LGBTQI+, à faire de la démagogie, du pédagogisme et du SOS Méditerranée. Je caricature un peu, parce qu'il y a quand même beaucoup de collègues qui font sérieusement aussi des programmes et des cours avec du contenu. Mais vous voyez l'idée, c'est une injonction à la performance pour l'éducation nationale, sinon elle perdra plus ou moins tous ses élèves. Et les 12 millions d'élèves qui sont là, avec le chèque éducation, leurs parents pourraient les placer dans des écoles privées qui, du coup, auraient des moyens pour fonctionner. Parce que si l'école est performante,
et on parlera, je vois déjà des mains se lever pour des questions là-dessus, si les écoles privées sont une alternative crédible, eh bien les parents n'auront pas besoin de payer comme ça des milliers d'euros. Ils ont cette somme virtuelle, au lieu de la donner à l'école publique, ils la donnent à une école privée, avec possibilité de moduler par rapport, si on veut faire du social, peut-être par rapport au quotient familial, etc. Possibilité éventuellement de faire un garde-fou, parce qu'évidemment, j'anticipe les questions, la question des écoles islamiques et coraniques va se poser. Donc à ce moment-là, on ferait un chèque éducation dans le cadre, et ça plaira comme ça à la gauche et à feu Jules Ferry, d'une stricte laïcité, c'est-à-dire qu'ils pourront recevoir le chèque éducation que des établissements qui appliquent une stricte laïcité. Ça évite tout le problème, effectivement, parce que c'est un vrai souci de l'endoctrinement par les islamistes dans des écoles, donc ce sera laïque, et puis les catholiques comprendront bien pourquoi est-ce que l'État exige ça. Ce serait une espèce d'arme de destruction massive pour forcer, pour mettre un gros coup dans les fesses du mammouth pour qu'il puisse bouger. Et puis si le mammouth ne bouge pas assez, il y aura des petits mammouths à côté qui vont éclore et qui, eux, seront plus réactifs et qui, au final, rempliront ce qui devrait être la mission de l'école, c'est-à-dire former des citoyens, ça c'est les savoirs fondamentaux, donc savoir lire, écrire, compter, et puis l'histoire et la géographie de la France. Là, je prêche un peu pour ma paroisse. Je suis prof d'histoire-géographie, pour ceux qui ne le savent pas. Ça, c'est former des citoyens sur les savoirs fondamentaux et former également les futurs cadres des entreprises. Parce que la France, dans une économie de plus en plus compétitive, de plus en plus exigeante, avec des nouvelles technologies, avec de l'intelligence artificielle, avec des tourbillons de changements et de technologies, a besoin de former une main-d'œuvre performante, avec des gens qui parlent plusieurs langues, avec des gens, évidemment, qui savent écrire sans faire des fautes d'orthographe, avec des gens qui, dans le domaine des sciences, des techniques, on a besoin de techniciens, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de gens qualifiés dans tous les domaines. Et donc l'école, elle a aussi cette fonction-là, parce que si on veut éviter notre tiers-mondisation sur le plan économique et social, ça passera par l'élévation du niveau qualitatif de nos salariés, de nos travailleurs. Et l'école, elle a un enjeu aussi dans ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Donc une école, évidemment, qui doit d'abord former des citoyens pour intégrer et faire des petits Français qui ont des savoirs fondamentaux, qui savent d'où ils viennent et qui sont intégrés dans la société française, et préparer les enjeux gigantesques de l'économie de la connaissance. Et donc ces enjeux que je présente, plus le temps passe, plus je doute de la capacité de l'éducation nationale de répondre à ces enjeux, tant je vois les verrous, les blocages et le conformisme de partout. Et donc, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, je me dis on va peut-être être obligé d'en passer par ce chèque éducation, qui n'est pas une solution miracle, mais qui permettrait de débloquer cette décadence scolaire. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions avec intérêt.